Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'histoire des nouvelles aventures de Spider-Man. Tout d'abord, je voudrais vous remercier énormément pour vos retours sur la première vidéo consacrée à la série et à son contexte. Ça fait très plaisir et surtout chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui prennent le temps de regarder cette aventure. Et de mon côté, je suis très content que ce projet aille enfin au bout et de voir que ce que je suis en train de faire, je le fais pas pour rien, car vous découvrez quelque chose de nouveau et dont j'ai l'honneur de vous raconter. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Maintenant, vous l'attendiez tous. Enfin, on va passer à l'histoire de la série et tout son contenu. Si jamais vous débarquez sur cette vidéo par pur hasard et sans savoir de quoi on parle, je vous laisse aller sur cette première vidéo qui vous explique tout le contexte et le point de départ des nouvelles aventures de Spider-Man. Comme ça, vous pouvez revenir ensuite ici pour découvrir avec nous toute l'histoire de la série. Allez-y les yeux fermés, cette vidéo elle résume tout si vous voulez avoir la base. Sur ce, messieurs dames, je vous souhaite une bonne vidéo, installez-vous confortablement et soyez prêts à découvrir l'histoire des nouvelles aventures de Spider-Man. Maintenant que vous avez le contexte en tête, il est sûrement le temps de parler du contenu de la série. Alors attention, je préfère vous dire qu'on va beaucoup spoiler sur l'histoire de la série et sur son dénouement, car c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis, au final, à la fin de cette vidéo, on répondra à cette question: comment on est passé de la supposée suite du premier film de Spider-Man à un oubli total dans le Spider-Verse. Les Nouvelles Aventures de Spider-Man est une série animée contenant 13 épisodes, racontant l'histoire de notre homme araignée préféré, où l'on suit son quotidien à travers ces épisodes qui se déroulent dans la ville de New York sur plusieurs mois. On découvre alors la vie de Peter Parker, qui jongle entre sa vie de super-héros et sa vie d'étudiant de première année, au campus universitaire d'Empire State, avec qui il partage son quotidien avec ses meilleurs amis, qui sont Mary Jane Watson et Harry Osborn. Et c'est là d'où part le lien très étroit entre la série et le film. La série est vraiment la suite chronologique du film, car elle ne pose pas les bases de son premier épisode, en voulant repartir de zéro avec la naissance d'un Spider-Man. En réalité, on est quelques mois après les événements du premier film. La fin du lycée, les différents chemins de vie que poursuivent les personnages, et surtout, la mort de Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, prétendu assassiné par Spider-Man selon Harry, qui aura une rancœur sur Spider-Man durant toute la série. De son côté, MJ offrit son amour à Peter Parker, qui lui préférera décliner par peur de la mettre en danger à cause de sa double identité et décidera de rester ami avec MJ. Et à partir de ces moments cruciaux, la série construit alors son scénario en inventant la suite du premier film décliné en 13 épisodes, avec Peter, Harry et MJ qui sont ensemble à l'université et ils vivent leurs aventures. Peter est à mi-temps entre son rôle d'étudiant photographe au Daily Bugle, ainsi que son rôle de Spider-Man, justicier masqué faisant régner l'ordre et la justice, et combattant ses plus grands ennemis. Sa vie d'étudiant et ses relations seront souvent perturbées par les conséquences d'être le protagoniste qui se cache sous le masque de l'araignée. Et on découvrira plus tard dans la série de nouvelles rencontres et connaissances qui apparaîtront dans le quotidien de Peter, ce qui chamboulera ses deux vies. Petite anecdote sur les personnages, c'est que leurs voix officielles ne sont pas n'importe qui. En version originale, l'interprète de Spider-Man, et c'est plutôt marrant de le souligner, c'est tout simplement l'acteur Neil Patrick Harris, connu en grande partie pour avoir interprété le rôle de Barney Stinson dans la sitcom How I Met Your Mother. Certes, le rôle de Barney Stinson ne lui collait pas encore à la peau, car la sitcom n'a commencé réellement qu'en 2005. Mais c'est fou de voir qu'il a commencé par interpréter le rôle de Spider-Man avant d'être mondialement connu. Le plus incroyable dans cette anecdote, c'est que quelques années plus tard, Neil reprendra son rôle de Spider-Man pour le jeu Spider-Man Shattered Dimension, et dont sa prestation sera récompensée en 2010 avec le prix du meilleur doublage masculin lors des Video Game Awards. Genre tranquillement, Neil a doublé 2 fois Spider-Man et il est rentré dans la légende comme quoi Barney Stinson est aussi Spider-Man. Harry, quant à lui, est doublé en version originale par Ian Ziering, connu notamment parce qu'il a joué dans la série Beverly Hills 90210, ainsi que la saga des films Sharknado. Bon, on fait tous des erreurs de parcours quand même. Dans la série, Harry est un étudiant, entre guillemets, car comme nous l'explique le premier épisode, après la mort de Norman Osborn, Oscorp va demander à Harry d'être le successeur de son père, et de prendre la tête d'Oscorp pour différents projets comme celui du premier épisode, qui est de détruire la résidence d'étudiante Villeroy pour la remplacer par un centre scientifique destiné à l'université. Pas de problème pour lui en particulier vu qu'il a déjà sa vie toute tracée devant lui, devenant le futur chef d'Oscorp, exactement comme dans le deuxième film de la saga de Sam Raimi. Il profite d'être l'étudiant le plus populaire du campus, ce qui lui vaudra d'être très prisé par la gente féminine lors de sa scolarité ainsi qu'aux soirées. Cependant, son quotidien sera toujours bouleversé par la mort de son père, et il partira au quart de tour quand l'attention sera tournée vers Spider-Man. Pour ce qui est de Mary Jane, en version originale, elle est interprétée par la chanteuse Lisa Loeb. Alors non, ce n'est pas la femme de Sébastien Loeb, j'avoue la blague était facile, mais c'est une très grande chanteuse, compositrice et aussi actrice américaine, qui possède beaucoup de cordes à son arc, ainsi qu'une dizaine d'albums à son actif.
Après la rafale de vent qu'elle s'est prise à la fin du premier film, MJ va vite relativiser et décide de profiter de sa vie d'étudiante avec ses meilleurs amis, consacrant la plupart de son temps entre les études et son envie d'être actrice, de faire du théâtre et des castings pour entrer dans le show business. Mais sa vie sera toujours chamboulée par les événements et la relation amitié-amour avec Peter Parker, mais aussi avec Spider-Man qui se déroule dans la série. C'est pour cela que le premier épisode est très crucial pour le scénario, car il pose vraiment toutes les bases. Mais c'est ironique quand on voit que Sony et MTV, lorsqu'ils ont diffusé la série, ils ont mis le premier épisode à la 8ème place. Ce qui est complexe, comme vous l'aurez remarqué, c'est la compréhension et la situation entre les personnages et leurs relations qu'ils ont entre eux. Alors que les gens comme nous qui regardent la série n'ont aucune information sur la chronologie ni même la temporalité de la série. On n'a non plus même pas l'idée comme quoi le lore de cet univers de cette série se base sur ce qu'il s'est passé dans le premier film. Même si en 2003, on savait pas ce que c'était un multivers et on se disait que cette série-là était une suite ou même juste un nouveau programme sur Spider-Man. La série étant composée de 13 épisodes, chaque épisode raconte une aventure de l'araignée, d'où le nom de la série. L'écriture de ces épisodes se constitue sur un schéma très simple en termes de storytelling, qui est fréquemment repris par des centaines de séries animées. En résumé, un épisode est égal à un nouveau méchant qui va apparaître dans la série et qui va mettre en difficulté Spider-Man et ses amis. Ça, c'est notre intrigue principale. De plus, à travers cette intrigue principale, il reste à ajouter en arrière-plan l'intrigue secondaire, qui se résume à toute la continuité des anciens épisodes et le fil rouge des relations entre les personnages, qui durent depuis les épisodes précédents, et qui vont se propager et s'agrandir jusqu'à la fin de la série. Et c'est cette partie qui est la plus intéressante. À travers ces épisodes, Spider-Man va trouver plusieurs obstacles sur sa route, à savoir les plus grands méchants iconiques de son univers, développant alors leur propre arc narratif et intérêt, afin d'agrémenter le contenu de l'histoire, et viendront interférer les relations entre les personnages principaux. Mais c'est sans compter les développeurs de la série qui ont aussi des arguments, en inventant des nouveaux méchants exclusifs à la série, et qui n'apparaîtront pas dans d'autres productions sur Spider-Man. Ce qui donne un sentiment d'exclusivité à la série et que d'autres programmes Spider-Man n'ont pas. D'ailleurs, pour le premier épisode, on retrouve comme antagoniste un certain Turbojet, qui certes ne vous dit rien car il a été créé spécialement pour la série, mais il reprend des similitudes de méchants comme Rocket Racer ou Blue Strike, deux méchants de l'univers de Spider-Man. Alors oui, comme premier méchant pour la série, je vous l'avoue, c'est un peu pourri pour démarrer, car le background de la création de ce méchant, c'est un peu moisi à mon avis. On part de très très loin entre le mec qui est en roller et le gars qui va vite, pour au final avoir ceci. C'est vrai que ça a plus de gueule si on avait commencé par la diffusion originale de Sony et MTV, car on attaquait directement par Electro. Turbojet est désigné comme un Robin des Bois des temps modernes, car son intérêt, c'est de voler des objets précieux pour les donner aux plus démunis. Par exemple, il volera des joyaux de la dynastie des Habsbourg lors d'une présentation au musée d'art de Manhattan, ainsi qu'un livre datant du XVIIIe siècle. Il soutient la cause des manifestations des étudiants contre la destruction de la résidence Villeroy, soutenue par Oscorp, car lui-même est un étudiant du campus et il ne veut pas se faire virer de chez lui. Grâce à sa combinaison de super astronaute muni d'un jetpack, ainsi qu'une force d'attraction-répulsion qu'il a volée à la NASA. Non, vous ne rêvez pas, le mec a volé un prototype à la NASA, sachant que c'est un étudiant et concierge et qui passe le balai dans la cour. Ah mais je vous ai dit, c'est pas le meilleur méchant pour commencer la série, hein. Mais vous inquiétez pas, on va aller crescendo en termes de niveau de réputation sur les méchants, tout au long de la série. Turbo parviendra à déjouer Spider-Man dans sa quête personnelle, en le faisant passer pour un traître, voulant arrêter un héros, faisant le bien d'autrui. Mais c'est tout le contraire de ce qu'il se passe dans l'ombre, et Turbojet se fera prendre les mains dans le sac par Spider-Man, faisant descendre alors sa réputation de héros à zéro envers ses fans à cause de ses activités qu'il faisait en cachette, ainsi que l'avis qu'il prononçait envers ses fans démunis. En gros, il se faisait du profit sur les vols qu'il faisait, alors que soi-disant, il donnait tout aux associations. Et puis sans le cacher, il critiquait aussi ses fans comme de bons à rien, se sentant obligé de faire le boulot à leur place. Franchement, Turbojet c'est le gars qui a vraiment le cœur sur la main. Après Turbojet, dans l'épisode 2, Spider-Man affrontera l'ennemi juré d'un copain super-héros à lui, qui n'est autre que le... Kaïd. C'est vraiment lui le Kaïd? Mais pourquoi il a changé de colorimétrie dans la série? Ok, alors ou c'est extrêmement raciste ou c'est complètement con, mais c'est un des deux. Alors, c'est tout à fait normal que le Kaïd, dans cette série, soit représenté de cette manière car c'est un clin d'œil au film Daredevil sorti en 2003. En fait, dans ce film, le Kaïd est interprété par Michael Clarke, un acteur plutôt imposant physiquement qui a joué dans l'excellentissime La Ligne Verte. Et donc, pour la série, ils ont décidé de reprendre le look identique du Kaïd dans le film Daredevil de 2003, car ils ont demandé à Michael Clarke de rejouer le personnage du Kaïd, mais cette fois-ci dans la série, d'où le look atypique et le changement de colorimétrie, ce qui contraste de ce qu'on voit l'habitude souvent dans les programmes de Marvel. Vous avez compris le mot entre contraste et colorimétrie? Audiovisuel et tout...
Ouais, faudrait peut-être des fois que je pense à fermer ma gueule. Dans cet épisode, le Caïd prépare un coup machiavélique en utilisant Spider-Man comme sa marionnette, sans que ce dernier s'en rende compte. Grâce à une affaire bien montée dans l'ombre de la part du Caïd, et vendant à Spider-Man que la nation et le FBI ont besoin de lui pour empêcher un chaos monétaire dans le monde, permettant à Spider-Man de redorer son blason et sa réputation grâce à cette mission, le Caïd se servira de Spider-Man pour voler une puce permettant de pirater tous les systèmes bancaires du monde et ainsi devenir l'homme le plus riche de la planète, en faisant porter le chapeau de ce fiasco financier sur Spider-Man, devenant alors le seul et l'unique criminel de ce chaos financier, vu que c'est lui qui a volé la puce. Mais Spider-Man réussira à retourner la situation contre le Caïd avec un petit coup de main du vrai FBI et sauvant au passage le monde contre le piratage financier qui allait se produire. À travers le 3e épisode, nous retrouvons un docteur apprécié par Peter Parker. Et non, je ne parle pas encore du docteur Octopus, qui est le méchant dans Spider-Man 2, mais il est tout aussi présent dans le 2e film, puisqu'il s'agit du docteur Curtis Connors. Et c'est à partir de ce 3e épisode que le mythe de la suite officielle du premier film se dissout de plus en plus. Car durant cet épisode, le docteur Curtis Connors va se transformer en lézard, alors que dans le 2e film, ainsi que dans le 3e, le docteur Connors ne se transformera jamais, et restera un professeur d'université apprécié par ses élèves. En fait, le scénario de cet épisode ressemble fortement au premier film de la saga The Amazing Spider-Man, où Peter et Connors travaillent ensemble sur la solution d'un sérum de régénération de membres perdus à partir d'ADN de reptiles. L'équation à la fin étant résolue, le docteur s'injectera en secret le sérum pour récupérer son bras droit manquant, mais deviendra au fil du temps le lézard, perdant alors tout le contrôle de sa lucidité ainsi que son corps, remettant alors la faute de la perte de son bras à une entité proche du professeur à l'époque, c'est-à-dire Oscorp qui était à l'époque dirigé par Norman Osborn. Il essayera de se venger de cette injustice, mais Peter, voyant son prof préféré perdre la raison, l'empêchera de terminer sa vengeance envers Oscorp, et donc envers Harry Osborn qui a repris les rênes de l'entreprise. Malheureusement, Peter n'arrivera pas à raisonner Connors, malgré tous ses efforts et les promesses que Connors pourrait récupérer son bras d'une manière ou d'une autre. Dans la fureur et surtout en ayant perdu la raison de son propre corps, le lézard fera un choix fatidique pour échapper à la police, ainsi qu'à son triste destin de récupérer son bras. De tomber. Humano-arachnide, à votre service. C'est un peu brutal de finir un épisode de cette manière, mais vous allez vite comprendre pourquoi cette série, elle est incroyable dans un sens spécifique, car elle conclut souvent par un côté sombre et morose. En fait, quand on s'y penche un peu plus, la série aborde tout du long des thèmes sombres et adultes, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un programme sur Spider-Man, qui est logiquement regardé par des jeunes. Et dans la plupart de ces épisodes, la conclusion ou bien même l'origin story des personnages et des méchants, comme celui du lézard, sont très touchants à regarder et nous marquent d'une empreinte, du fait au passé sombre qu'ils ont vécu ou ce qui leur arrive à la fin des épisodes. On a vraiment de la peine pour ce qui leur arrive et comment ils en sont arrivés à ce point de non-retour. La limite est même que l'on regrette l'intervention de Spider-Man face à ces méchants, car on veut voir leur vengeance envers les gens qui les ont maltraités, ou même les voir se rétablir dans le droit chemin. Et malheureusement, l'enjeu du vilain est étroitement lié à faire du mal à autrui, surtout quand il y a des liens d'amitié ou des personnes proches de Peter qui risquent leur vie. Lui-même, quand ça devient trop personnel, regrette de jouer le héros au vu de ses responsabilités. Il essaye du mieux qu'il peut pour les aider, mais quasi à chaque fois, le sort est déjà scellé pour ses opposants, qui sont moralement plus bas sous terre par rapport à ce qu'ils ont vécu et n'ont plus rien à perdre pour arriver à leur fin. Si cette mélancolie se montre à travers les personnages, le côté dark et ambiance sombre se démontre dans toute la série, avec la direction artistique, les lumières, le design des personnages, l'animation et le choix de la temporalité visuelle où la série contient énormément de scènes de nuit, avec des combats ultra bien orchestrés qui nous balancent en pleine figure de la tension et du stress. Et même de la peur, comme dans cet extrait où en fait il y a le lézard et Spider-Man qui jouent au jeu du chat et à la souris. On ressent que les combats se termineront sans autre issue que la mort probable d'un personnage. Et c'est ce qui va se passer dans ce 4e épisode. Durant l'épisode 4, notre cher Spider-Man se retrouve malgré lui dans une chasse à la proie, menée par un riche businessman du nom de Richard Damien, un producteur de films d'une qualité qui laisse à désirer. Ce fameux Richard est entrepris d'une passion plutôt particulière, la collection d'animaux sauvages. Sa prochaine proie est bien évidemment notre araignée favorite, qu'il considère comme une araignée
et non pas un humain qui a reçu de super pouvoirs, ce qui justifie sa chasse afin d'agrandir sa collection. Mais n'étant qu'un businessman qui ne veut se salir les mains, il engage Shikata, une samouraï, maître des arts martiaux, maniant son sabre à la perfection, quitte à couper les balles en deux comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Elle possède notamment des pouvoirs de télékinésie ainsi que de régénération permettant de conserver son apparence, ainsi que sa force de jeunesse grâce à la réflexion du clair de lune sur la lame de son épée. Oui, c'est très long comme description. Et encore, t'as pas eu ma bite. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir sur le personnage de Shikata, c'est qu'à la base, lors de la création du personnage, tout le monde pensait que Shikata était inspiré par le personnage d'Electra, dû à sa grande ressemblance physique et à ses capacités. Mais en vérité, Todd Felderstein, l'un des scénaristes de cet épisode, a révélé que la création de Shikata a été inspirée par un autre personnage issu de l'univers de Spider-Man, qui apparaîtra aussi dans la série et qui n'est autre que Kraven le chasseur. La chasse étant ouverte, Spider-Man se fera prendre au piège, dans un combat à mort face à Shikata, qui doit remplir sa part du contrat. Mais Spider-Man réussit à s'en défaire. Ne trouvant alors aucune explication de pourquoi cette samouraï veut à tout prix le tuer, Peter cherchera tout du long de cette chasse des indices pour la retrouver et ainsi avoir des réponses. De son côté, Shikata se rend compte que Spider-Man n'est pas aussi simple à capturer et décide de rompre le contrat avec Richard, justifiant son choix que Spider-Man est un ennemi trop noble pour être simplement capturé et qu'il faut régler cette confrontation uniquement par un combat qui se résulte par la mort. Dégoûté que le contrat soit rompu dû à cette excuse, Richard décide à son tour de chasser Shikata pour qu'elle ne répande au monde sa petite activité clandestine qui est de capturer des animaux sauvages. Bien évidemment, cette tentative d'assassinat sur Shikata sera un sacré échec, ce qui résultera à une vengeance de la samouraï en décapitant notre producteur de film, pile poil au moment où MJ devait rencontrer Richard pour avoir l'entretien avec lui. Par la suite, le combat à mort entre les deux adversaires se déroule enfin, mais Spider-Man retient ses coups pour que l'issue du combat ne se termine pas par la mort d'un des deux personnages. Mais c'est sans compter sur MJ qui débarque au combat après s'être échappé du manoir de Richard, se faisant alors remarquer par Shikata, qui mettra alors en jeu la vie de MJ lors de ce combat. Voyant sa meilleure amie en danger, Spider-Man décide enfin de jouer le jeu et terrasse Shikata, la mettant alors dans une mauvaise posture. Grâce à MJ, qui a espionné plutôt Shikata dans le manoir, après le coup de sabre fatal sur Richard, elle donne enfin la solution à Spider-Man afin de la vaincre. C'est-à-dire son sabre permettant de lui conférer des pouvoirs, mais aussi de l'éliminer, vu que c'est la source de ses pouvoirs. Sans réfléchir, notre araignée intercepte le sabre, le réduisant alors en miettes, ce qui clôture le combat entre les deux adversaires, et provoquant alors la disparition de Shikata. L'épisode se finit sur une belle note romantique, lorsque MJ et Spider-Man se retrouvent tous les deux pour s'auto-congratuler en rapport à l'alchimie entre les deux protagonistes. Et puis bon, vous le savez bien autant que moi, on est plutôt habitué entre les deux personnages à la fin. Et vu qu'il y a de la romance dans l'air, qu'est-ce qui se passe ? Nicolas. Cela vous dit d'aller plus loin avec de la romance dans l'air ? Alors c'est parti pour l'épisode 5 qui sera fort en amitié, mais aussi en amour. Cet épisode est un peu particulier par rapport aux autres, car il casse le schéma classique du Spider-Man contre les méchants. Voulant proposer autre chose mais tout en restant dynamique, Oudou et son équipe, ils ont décidé de consacrer spécialement cet épisode sur le traitement de l'amitié, en mettant les rôles et l'intrigue secondaire en avant, les rendant plus importants afin de capter les jeunes qui regardent MTV. Et dites-moi, comment fait-on pour capter l'attention des jeunes qui regardent une série sur Spider-Man et qui est diffusée sur MTV ? Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez le but de cet épisode, ni même de vous expliquer le côté adulte de cette série, penchant alors sur le mélange de la haine et le style. En tout cas, jamais j'aurais pensé à placer du gazo alors qu'on est sur une vidéo qui parle de Spider-Man. L'épisode est centré sur le meilleur ami de Peter, alias Harry Osborn, notre étudiant beau gosse qui enchaîne les meufs du campus comme jamais. Sauf que cette fois-ci, une mystérieuse fille aux cheveux violets lui fera tourner de l'œil lors d'un saut à l'élastique, et décide de faire plus ample connaissance. Ce qui aboutira très vite sur une relation sérieuse entre les deux. Surpris de voir leur ami être aussi sérieux, attentionné et amoureux dans une relation avec une femme avec qui il côtoie que depuis quelques jours. Alors que généralement, il est plutôt habitué à enchaîner les coups d'un soir. Par surprise, Harry invite alors ses amis, ainsi que sa nouvelle copine, lors d'un dîner préparé par lui-même, pour leur démontrer qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux avec sa mystérieuse copine. Sonnant à la porte, Peter se fiche directement devant la copine de Harry aux cheveux violets. Pourquoi Peter se fiche directement devant la porte ? Eh bien parce que c'est très simple. Tout simplement, c'est que la copine de Harry n'est autre que Cheyenne, une voleuse ayant des gadgets à la Batman, et que Spider-Man a essayé d'arrêter il y a quelques jours, car elle est rentrée par effraction dans l'appartement d'une star de télévision, pour lui voler un award ressemblant aux awards de MTV. Ah bah je vois qu'on n'est jamais trop prudent chez Sony et Marvel pour lâcher des petits clins d'œil pas piqués des hannetons à ceux qui ont donné des petits sous-sous pour que la série soit produite. Hein ?
Bande de lèche-cul, va. Malgré le cambriolage, réalisé par la Barbie aux cheveux violets, Spider-Man avait réussi à la rattraper, lui enlevant par inadvertance ses lunettes high-tech permettant de révéler l'identité secrète de Cheyenne. Malencontreusement, Cheyenne réussira à s'échapper, mettant Spider-Man dans une très mauvaise posture, sauvant de justesse les automobilistes, à cause d'une chute de poutre volontairement orchestrée par le Talon. Le Talon, c'est le surnom de Cheyenne. Et oui, c'est de la merde. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. T'as pas de charisme en plus, physiquement parlant. Tu pars de chez moi, s'il te plaît. Allez, la porte, yes, clac. Mais le truc le plus important à savoir, c'est qu'elle n'est pas intéressée à voler des objets précieux à des gens fortunés, juste parce qu'il y a un rapport avec l'argent. Ça vous ne rappelle pas quelqu'un, cette description? Bon, si vous n'êtes pas fan de Spider-Man comme moi, je peux comprendre que c'est un peu compliqué d'avoir la référence sur ce que je vais annoncer sur Cheyenne. Eh bien, à la base, le personnage de Cheyenne devait être initialement Black Cat, ou la chatte noire. C'est mieux dit en anglais. Yes, he's a Jew. Une voleuse assez réputée qui a eu des relations plus qu'amicales avec Spider-Man. Mais l'idée de Black Cat a été retravaillée pour créer le personnage de Cheyenne, afin qu'il puisse correspondre à sa version originale jouée par Eve, ou Eve, ou cette personne-là. Voilà, c'est une chanteuse américaine très connue. Peter se retrouve alors figé, coincé, et non préparé à côtoyer Cheyenne et le Talon presque tous les jours, vu qu'elle va prendre de plus en plus la place de Peter, comme l'ami fidèle de Harry, avec qui il passait la plupart de ses journées. D'un côté, il sera jaloux, comme quoi Cheyenne apporte plus à Harry, et qu'ils se complètent l'un et l'autre. Ils ont la même enfance, riche héritier ou héritière de parents fortunés et issus d'une famille désunie, le rapport à l'argent n'est pas une priorité, et il croque la vie à pleines dents. Et de l'autre côté, Peter a peur pour son ami, dû à la face cachée de Cheyenne. Copine le jour, mais voleuse la nuit, ce qui brisera le cœur de Harry s'il l'apprend. Alors Spider-Man suivra de très près toutes les activités et les actions du Talon en rapport avec ses prochains vols, et essaiera de la convaincre d'arrêter sa vie de criminel, en raison d'avoir sûrement des personnes proches de sa vie qui seront blessées en apprenant qu'elle mène une double vie. Mais cela n'importe peu à Cheyenne, d'avoir des gens qui tiennent à elle. Elle possède un côté fille détaché de ses relations amicales ou même amoureuses, et n'hésitera pas à changer de comportement dès qu'elle joue la voleuse. C'est comme si tu parlais face à un mur, ne montrant alors aucune émotion, et rien ne sera plus important que sa survie, pouvant tout quitter sur un coup de tête si elle est vraiment en danger, et ne pensant alors faire de mal à ses proches, comme Harry qui croit en sa relation. Et c'est ce qui va se passer à la fin de l'épisode, où préalablement, Cheyenne donnera un rendez-vous à Spider-Man, lui montrant de quoi elle est capable en tant que Talon. Et c'est ce qu'elle fera en tendant un piège à Spider-Man, amenant alors un hélicoptère de la police rempli de snipers, qui sont prêts à le capturer. Mais malgré quelques étourdissements, Cheyenne se fera prendre à son tour par son propre piège, pris alors en partie par la police et se fera toucher par une balle. Voyant le Talon mal en point, Spider-Man interpelle directement Cheyenne par son prénom et non pas par son surnom du Talon, afin de lui demander d'être aidé. Surprise que Spider-Man connaisse sa véritable identité, elle refuse son aide et préfère fuir dans les rues de New York. Au lendemain, Harry aura des nouvelles de sa petite amie, devenant alors à son tour le malheureux de l'histoire, qui croyait durement à sa relation. Quittant la ville et ne sachant pas quand elle reviendra, Cheyenne laisse tomber sa relation alors avec Harry et ne donnera aucune explication ni raison valable. Après cette mésaventure, Harry arrivera à se consoler avec Francesca, une étudiante qui ne parle pas du tout sa langue et qui deviendra sa petite amie par défaut, car Harry, Étant donné que j'ai été élu ambassadeur de charme du campus, j'ai l'honneur de lui servir de guide. est donc bon de fil en aiguille à faire visiter le campus, à emprunter le jet privé d'Oscorp pour aller à la Côte d'Azur. Bon, au final, elle profitera de sa moula, et puis voilà quoi. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que Harry qui aura des coups durs niveau sentimental. Il y a aussi nos deux amis Peter et MJ qui vont en vivre aussi, et c'est le cas dans l'épisode 6. L'épisode 6 nous emmène vers un nouvel ennemi bien connu des États-Unis, puisqu'il s'agit de la mère patrie, la Russie. Oula, peut-être arrêter ça, sinon je vais avoir des gros problèmes moi. On fait la rencontre des Pterodax, un groupe de boys band des années 2000, référençant leur nom de groupe aux ptérodactyles, car ils possèdent des armures dotées de carapaces et des jetpacks permettant de voler. Le groupe est composé de 3 mercenaires russes, Boris, Alexei et leur chef de groupe, Sergei. Pourquoi je prends cet accent-là, moi ? C'est raciste, ça, monsieur. Désolé. Leur but, c'est de voler une technologie de prototype d'hyperdiamant qui aura la particularité d'augmenter la puissance des lasers à rayons X. Les Pterodax vont revendre cette technologie aux contacts les plus offrants. Enfin, surtout à des Russes afin qu'ils détruisent le bouclier antimissile des États-Unis. Mais c'est sans compter sur Spider-Man qui arrive au bon moment afin de déjouer le plan des Pterodax, qui ne peuvent récupérer leur butin. Ils vont alors devoir ruser. Ils préparent donc un plan de diversion. Organiser le soir une prise d'otage, limitée dans le temps de moins de 2 heures, afin d'attirer Spider-Man dans un piège à retardement, en plaçant des bombes à ondes soniques dans tout l'étage où se trouvent les otages.
À 20h pile, les bombes détonneront, laissant très peu de temps à Spider-Man pour faire évacuer les otages et désamorcer les bombes. Ce qui vaudra la mort de Spidey à coup sûr, selon les ptérodax, vu la tâche impossible à réaliser. Pendant ce laps de temps, ils pourront aller récupérer leur prototype d'hyperdiamant, sans se préoccuper de Spider-Man ni de la police, qui sera en état d'urgence après la prise d'otage. Mais tout ne se passe pas comme prévu, vu qu'en fait, Peter fait partie des otages chez Empire TV. Et surtout, comment est-il en arrivé là ? Tout part alors du Daily Bugle, où Peter essaie de vendre ses photos de Spider-Man contre les ptérodax au fameux John Jonah Jameson. Si vous ne le savez pas, le design, enfin je dirais plutôt le modèle graphique de John Jonah Jameson dans la série, il est inspiré du père fondateur de Spider-Man, à savoir le légendaire Stan Lee. Le bon vieux Stan est énormément présent dans cette série, que ça soit à la supervision de la série, en étant aussi une voix off, et présent dans les commentaires audio du DVD. Et c'est beau de voir et d'entendre l'avis de Stan Lee sur cette série après sa disparition il y a quelques années. N'étant pas assez payé et voyant alors l'opportunité chez la concurrence, il se rend chez Empire TV pour donner des extraits de l'altercation entre Spider-Man et les ptérodax, mais malheureusement il se fait gentiment recaler dû à la qualité de sa vidéo. Cependant, il aura le coup de pouce de la part d'un nouveau personnage qui lui fera passer sa vidéo à l'antenne. C'est alors que Peter fera la rencontre d'une jeune stagiaire au sein de chez Empire TV, Indira Daimonji alias Indy, un personnage qui a été créé spécialement pour la série. Indy possède un énorme potentiel et deviendra un personnage essentiel et récurrent à la fin de la série, puisqu'elle bousculera les codes et deviendra officiellement la petite amie de Peter, au détriment de MJ. Ce qui cassera notamment le schéma de l'amour habituel de Peter, que l'on retrouve dans l'univers de Spider-Man en général, où Peter est en couple avec Mary Jane Watson, ou même avec Gwen Stacy, qui d'ailleurs le personnage de Indy se reflète beaucoup à travers le personnage de Gwen Stacy. Rêvant d'être à l'affiche des plus grands journaux télévisés, elle arrivera à faire son chemin chez Empire TV. Surtout grâce aux mésaventures de Spider-Man. Prête à se mettre en danger et surtout déterminée pour avoir un scoop. Disant ses pensées à voix haute et vivant au jour le jour, et possédant l'âme d'une leader, elle lie très vite sa relation d'amitié puis d'amour avec Peter, échangeant principalement sur leur point commun qui est le journalisme, et formeront une équipe du tonnerre chez Empire TV. Ce qui rendra jaloux comme par hasard notre chère MJ, qui sera tout de même très heureuse pour son ami, mais d'un côté aussi très déçue vu qu'elle n'est pas l'élu de son cœur, et surtout voyant son ami aussi confiant et à l'aise dans les bras d'une autre, alors qu'avec elle il était surtout timide et très réservé, et ne montrant aucun sentiment à cause de son secret. En guise de remerciement d'avoir passé sa vidéo à l'antenne, et surtout de lui avoir sauvé la vie à Indy qui a failli être écrasé par un projo, Peter retrouve Indy à Empire TV pour lui donner son cadeau de remerciement. Quand tout d'un coup, Peter sauve encore une fois Indy, la prise d'otage s'effectue, Peter arrive à se démarquer pour filmer les ptérodax lors de leur message à la télévision, et ainsi se préparer pour les contrer. Ce qui fera chavirer Indy de voir que Peter est l'homme journaliste parfait, et qu'elle ne veut pas mourir lors de la prise d'otage sans avoir passé de meilleurs moments avec Peter. Sans surveillance des ptérodax, Peter se change en Spider-Man, découvre le piège, fait sortir du bâtiment tous les otages ainsi que Indy, désamorce toutes les bombes à la fin du décompte, et réussit à piéger les ptérodax, faisant alors leur petit braquage. Prévu à la base de se faire un petit ciné avec Peter, MJ est dégoûté que son ami lui posait un énorme lapin, mais se rend compte grâce à Harry que leur meilleur ami est pris en otage, et décide d'aller voir Peter s'il est sain et sauf, ce qui est le cas. Mais MJ, enjoué de retrouver son meilleur ami, se fera dépasser par Indy, embrassant alors Peter sous ses yeux médusés, ce qui mettra mal à l'aise Peter, voyant MJ assistant à cette scène. Il est temps de parler de l'intrigue secondaire, à savoir les relations entre les personnages, mais surtout de l'histoire entre Peter et MJ, car tout se mélange. Pourquoi MJ est triste de voir Peter dans les bras d'une autre personne, alors qu'à la fin du premier film et surtout au début du premier épisode, ils sont de véritables amis? Eh bien c'est normal parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit car c'est trop long, et surtout que ça ressemble un peu à une série genre Les Feux de l'amour. L'histoire entre ces deux personnages, que ça soit dans la série ou même dans l'univers global du Spider-Verse, c'est très complexe. Certains, MJ et Peter venant d'autres univers, ont réussi à faire leur bout de chemin ensemble et sont ensemble dans la vraie vie. Mais alors dans la série, leur relation... c'est un bordel. Surtout le problème c'est quand Peter n'a pas encore avoué son identité secrète à MJ, ce qui est le cas dans cette série. Les deux personnages essaient de se trouver, mais il y a toujours un obstacle entre eux, c'est Spider-Man. Spider-Man entretient une relation très particulière avec MJ. C'est en gros son ange gardien. Sachant que c'est Peter qui est sous le masque de l'araignée, et cela affecte beaucoup leur relation entre les deux. Souvent c'est le planning de Spider-Man qui fait foirer les plans de Peter, comme dans l'épisode 2 où MJ doit jouer sur une scène pour une pièce de théâtre. Mais Peter loupe toujours la session à cause de Spider-Man. MJ se met alors en colère contre lui, comme si il ne voulait pas la voir, alors qu'elle veut son soutien à tout prix. Au final, MJ côtoie d'autres personnes que Peter, ce qui les attriste tous les deux. Et c'est pareil dans l'épisode 6 où Indy entretient une relation particulière avec Peter, dont MJ deviendra jalouse, ce qui va détruire la complicité entre MJ et Peter.
Mais pourtant, on revient de très très loin depuis l'épisode 1 où en fait MJ avoue à Spider-Man qu'elle est amoureuse de Peter. Que même s'il a eu ce baiser dans le premier film, il y a toujours quelqu'un d'autre dans la vie de MJ. Et cette personne, c'est Peter. Mais que ce dernier s'en doute absolument pas de l'attirance de MJ envers lui. Même si là, il y a un putain de quiproquo. Merci, un quiproquo de ouf, frère. Car comme à la fin du premier film, Peter sait que MJ a des sentiments envers lui. Et encore plus dans la série où MJ avoue indirectement à Spider-Man qu'elle est amoureuse de Peter malgré sa relation avec Spidey. De plus, l'amitié que Peter a décidé d'imposer sur sa relation avec MJ, eh bien elle est complètement brisée à la fin du premier épisode, lorsque MJ prend les devants et embrasse Peter qui lui se laisse faire tranquillement. Genre vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Avec tout ça, leur relation restera ambiguë et en même temps en dents de scie, où il y aura de la trahison mais aussi de la tristesse comme on l'a vu précédemment. Et quelquefois, il y aura aussi des moments où ils seront en danger tous les deux, ou que même ce soit des proches à eux qui soient en danger, ce qui permettra à l'un et l'autre de se rapprocher et ainsi augmenter le gain de complicité et d'amour entre eux. Mais ce qu'on retiendra dans l'histoire, c'est la relation entre MJ et Spider-Man, qui chamboulera alors tout dans l'intrigue, vu la situation entre Indy et Peter. Du fait que Indy soit la remplaçante de MJ pour Peter, cette dernière se tournera vers Spider-Man, comme seul prétendant à son bonheur, même si MJ essayera de tout tenter pour récupérer Peter, malgré les obstacles sur son chemin. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 7. Rebonjour, ça va? Vous allez bien? Le cerveau ne fume pas trop par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, par rapport à l'intrigue? J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé, on va couper là maintenant. On est à la moitié de la série et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça commence à devenir très très long. Et vous comprenez que assimiler 13 épisodes et vous raconter tout ça en une seule vidéo, ça aurait pu durer au moins 2 heures, voire plus. Je te demande pardon? Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une petite pause. Voilà, une petite pause tranquille, et on reprendra plus tard la suite de la série et surtout sa conclusion dans la prochaine vidéo dédiée à la série. Eh oui, si c'est pas bien organisé ça, c'est aussi une bonne technique pour faire tenir le suspense et vous laisser patienter encore un petit peu avant d'avoir le sésame de la fin de la série. Ah, c'est vraiment une bonne technique de divertissement, j'en suis pas peu fier. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite et surtout la fin de la série, les nouvelles aventures de Spider-Man. Surtout prenez soin de vous, c'était Lucky Ben. Et puis ciao. C'est toujours bien comme fin de vidéo ça. Ouais, c'est pas mal.